les grosses entreprises numériques aux États-Unis contrôlent en partie le gouvernement. Dans le passé, c'était plus les entreprises de pétrole et d'énergie. Aujourd'hui, on ne se le cachera pas, c'est eux qui font la pluie et le beau temps au niveau de la politique. Et là, ils sont en train de justement utiliser leur ficelle politique, je pense, pour être capable de faire bouger les choses. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Et aujourd'hui, Jonathan Léveillé est de retour avec nous. Et est-ce que vous pensez qu'on va parler d'intelligence artificielle aujourd'hui? Jonathan, est-ce que tu penses que c'est de ça qu'on va parler? On en parle tellement souvent. Ben, écoute, je pense, Antoine, exceptionnellement non. On va parler un peu plus de ce qui se passe au niveau des taxes, impôts et tout ce qui se brasse Canada, États-Unis. Je pense, Antoine, tu avais des bons sujets ou des bonnes recherches que tu as faites dans les dernières journées que je pense qu'il pourrait être intéressant de discuter aujourd'hui. On prend une petite pause, effectivement, d'intelligence artificielle, mais on risque de revenir très rapidement dans les prochaines semaines là-dessus. Je vais juste revenir un petit peu, Jonathan, sur effectivement la dynamique qui s'est passée dans les 7 derniers jours entre le Canada et les États-Unis. On le sait, depuis le début de l'année, on est, entre guillemets, dans une guerre commerciale avec les États-Unis. Il y a des tarifs qui ont été mis de l'avant, il y a des tarifs qui vont peut-être être remis de l'avant. Ultimement, présentement, je pense que les États-Unis ont mis un tarif à 50% sur notre aluminium et il y a d'autres tarifs également qui ont été mis de l'avant. Et là, ça a créé, comme on le sait, une certaine forme de fierté nationale, ce qui a regroupé le pays ensemble. On est fiers d'être Canadiens, on achète local, etc. Et je pense que ça a du bon qu'on soit capable d'avoir des moments comme ça qui nous rappellent que c'est important de travailler comme un pays et non comme une dizaine de provinces indépendantes. Je pense que c'est excessivement important. Mais je pense qu'on a globalement uniquement mis la faute sur les États-Unis dans cette guerre commerciale. Et loin de moi l'idée aujourd'hui de défendre comment tout ça a été fait. Je pense que ça aurait pu être bien mieux fait si on veut mettre en place différents tarifs entre deux pays. Je pense que ça peut être fait de manière un peu différente, mais je pense que ça vaut quand même la peine d'analyser en détail. Est-ce que le Canada, lui, met des tarifs sur ses voisins, sur ses partenaires commerciaux? Est-ce qu'on a des choses à se reprocher? Parce que si on analyse un petit peu ce qui a été fait, il y a environ 14 jours de ça, il y avait une réunion au Canada pour le G7 qui s'est déroulée dans l'Ouest canadien. Je pense que c'était en Alberta, si je ne me trompe pas, ou en Colombie-Britannique. Il faudrait que je regarde, mais je pense que c'était en Alberta. Et pendant cette rencontre des pays du G7, il y avait une discussion entre Donald Trump et Mark Carney sur l'éventualité d'avoir un accord commercial entre les deux pays avant la fin juillet. Donc, je pense qu'ils avaient comme date butoir le 20 ou le 26 juillet. Donc, dans un délai de 30 jours, on va trouver un accord commercial. On risque de descendre les tarifs et de faire en sorte que les États-Unis et le Canada soient capables de travailler ensemble. Il y a environ une semaine de cela, donc on enregistre le podcast le 1er juillet 2025, donc dans les derniers jours du mois de juin. Donald Trump a annoncé qu'il mettait fin à toute négociation avec le Canada à cause de la loi TST qui, essentiellement, est appliquée à qui, Jonathan? À nos meilleurs amis. Entreprises. Les grands méchants loups selon les médias canadiens, donc les Meta, les Google de ce monde, qui allaient ultimement aller leur chercher 3% de leurs revenus qu'ils sont capables d'exploiter au Canada. Et tu m'as entendu? 3% sur leurs revenus. Donc moi, si je t'amène ça comme ça, Jonathan, de dire ces grands joueurs-là, puis là, il y a plusieurs paramètres qui se mettent en place, il faut que tu aies un certain chiffre d'affaires. Je pense qu'il faut que tu fasses 750 millions de chiffre d'affaires au niveau mondial et 20 millions de ce chiffre d'affaires-là doit être fait au Canada. D'autres types de paramètres comme ça. Mais si on avait à le faire simple, ça entoure un certain type d'entreprise très précis qu'on connaît et qu'on appelle très souvent le GAFAM ou les Magnifiques 7. Et bien entendu, ceux qu'on est capable d'avoir en tête, les Meta, les Google, les Amazon de ce monde. 3% sur les revenus pour un petit groupe d'entreprises, comment que ça sonne pour toi, ça, Jonathan? Pour une entreprise comme les nôtres, Antoine, ça serait énorme parce que ça vient tout de suite enlever des points de pourcentage qui sont importants pour le côté profit. Maintenant, on le sait tous que ces grandes entreprises-là, ils font pas du 5-10% de profit, là, à part du Amazon de ce monde, mais si on regarde Meta, si on regarde Google et compagnie, c'est des marges de manœuvre qui sont, tu me corrigeras Antoine, entre 25, 30, des fois 35% net au final. Moi, je vais t'opposer peut-être à ce que tu vas dire, Antoine, mais moi, je trouve que quand même, c'était raisonnable à mettre. Puis, on avait dit qu'on ne parlerait pas d'IA aujourd'hui, mais dans la logique éventuelle où ce que l'IA va peut-être
créer un grand renversement ou un bouleversement au niveau de la main-d'œuvre, il va falloir trouver le moyen d'aller générer des revenus pour les gouvernements, nos gouvernements à nous, pour redistribuer ça à la population. Moi, je pense que c'est de mise que cette taxe-là soit éventuellement mise en place. Mais tu as tout à fait raison qu'on n'en parle pas beaucoup, que nous autres, on est en train de taxer les États-Unis puis de créer des tarifs. C'était en train de passer en dessous du radar. Et là, c'est une bonne question aussi à se poser. Est-ce que c'est une arme de négociation également que le Canada utilise pour tout le reste des négociations et des tarifs? Mais pour revenir à ta question, moi, je pense que 3 c'était raisonnable, mais pour des petites entreprises, ça ne l'est pas. Par contre, si on prend les chiffres, ça représente des milliards de dollars là, qui est ponctué directement pour ces entreprises-là au final. Là. Et je pense que c'est important de donner un maximum de contexte à tout ça. Après, il y a l'argument de se dire, est-ce que ça vaut la peine ou non? En toute transparence, personnellement, moi, je n'ai pas nécessairement envie de rentrer là-dedans, savoir si on doit le faire ou on ne doit pas le faire, mais je pense qu'il faut appeler un chat, et factuellement, j'appellerais ça un tarif. C'est-à-dire, on vient mettre un tarif sur des entreprises technologiques, comme les États-Unis sont venus mettre un tarif sur notre aluminium, et on tentera par la suite peut-être d'expliquer pourquoi l'aluminium, plus qu'une autre catégorie de notre industrie, a été sujet à des structures tarifaires de la sorte. Donc, si on regarde le tout, le 3 au final, le Canada, ou plutôt le bureau du budget parlementaire canadien, évoquait que ça rapportait environ 7,2 milliards sur 5 ans, donc environ à peu près 1,4 milliard de dollars par année, cette fameuse taxe de 3 Important également de le mentionner, elle allait être en vigueur à partir du 30 juin 2025, mais rétroactive depuis 2022. Donc, très rapidement, le Canada se serait mis beaucoup d'argent dans les poches, on va le dire comme ça, avec cette taxe-là. Donc là, Jonathan, tu as amené un bon point. Tu as dit, il faut qu'on trouve des manières de générer plus de revenus pour qu'on soit capable de redistribuer cet argent-là au Canada. Je te pose la question maintenant. Si demain matin, on met une taxe de 3 à ces gros joueurs technologiques-là, on se rappelle un peu ce qui s'est déroulé l'année dernière avec la loi C-18, on en reparlera dans quelques secondes. Quelles sont leurs réponses à ces gros joueurs technologiques-là, selon toi? Ils vont diminuer leur offre de service, je pense, au Canada, au Québec. Là, on parle du Canada en entier. Là. Et ils vont mettre de la pression sur le gouvernement américain pour justement utiliser cet item-là comme monnaie de négociation dans les tarifs. Et je pense que c'est ce qui arrive présentement. Là. Les grosses entreprises numériques aux États-Unis contrôlent en partie le gouvernement. Dans le passé, c'était plus les entreprises de pétrole et d'énergie. Aujourd'hui, on ne se le cachera pas, c'est eux qui font la pluie et le beau temps au niveau de la politique. Et là, ils sont en train de justement utiliser leur ficelle politique, je pense, pour être capables de faire bouger les choses. Effectivement. Et ça, tu sais quoi? C'était même leur plan B. Parce que leur plan A, ils ne se sont pas cassés la tête. À partir du 1er octobre 2024, puis nous, on l'a senti, c'est ce que Google a fait. On s'excuse, cher annonceur canadien, maintenant, la publicité est 2,5 % plus chère. Aussi simple que ça. Donc, quand on pense à un tarif, et c'est ce qu'on a dit que ça faisait quasiment aucun sens qu'on se faisait donner des tarifs sur tous ces produits-là parce que finalement, c'est le consommateur américain qui allait le payer parce qu'on allait augmenter les prix. C'est ça, hein, au final, qu'on argumentait. C'est exactement la même chose qui s'est déroulée. Le nombre d'entreprises canadiennes qui utilisent Google, qui utilisent Facebook pour faire de la publicité, tu l'utilises certainement dans ton entreprise d'une quelconque manière, Jonathan, où tes clients le font. On le fait pour nous, pour notre entreprise, puis pour nos clients, c'est ce qu'on fait. Au final, dans ces tarifs, et c'est ce qu'on déplorait un peu de l'approche de Donald Trump, et je suis d'accord, au final, le tarif, plus souvent qu'autrement, est payé par le consommateur. Et c'est exactement ce qui s'est déroulé ici. C'est-à-dire qu'on augmente artificiellement le prix de nos publicités de 3 pour qu'on soit capable de payer le tarif. Donc ça, c'est ce qui s'est déroulé. La taxe a déjà été mise en vigueur depuis le 1er octobre 2024 au niveau de Google, qui ne l'a pas dit haut et fort, mais on sait très bien qu'ils ont sûrement été capables d'augmenter la tarification de la sorte. Donc déjà là, ce 3 %-là, parfait, ils vont venir dans les poches du gouvernement, mais il va être payé par le consommateur canadien, ou plutôt l'entreprise, encore une fois, canadienne, qui veut faire de la publicité sur ces différentes plateformes. Donc ça, c'est le point 1. Le point 2, tu l'as très, très bien dit, Jonathan, ces gros joueurs technologiques-là payent des millions, peut-être même des dizaines, voire des centaines de millions en lobby chaque année à Washington pour faire pression sur le gouvernement et dire si oui ou non ils sont d'accord avec certaines législations. Et c'est certainement ce qu'ils ont fait, parce que très rapidement, quand Donald Trump a mentionné que les négociations avec le Canada étaient terminées à cause de la loi, le DST, le 3 % sur les revenus numériques, et ça a pris environ
24-48 heures que Mark Carney a dit « c'est bon, on l'enlève ». Donc, cette fameuse loi-là n'est plus d'actualité pour que les négociations continuent entre les deux pays. Où est-ce que je vais aller avec ça? Je te ramène il y a 1 an de ça, Jonathan. Rappelle-toi, on a eu un podcast, toi et moi, sur le podcast Hypercroissance, discussion d'affaires, où est-ce qu'on discutait du danger des fois des gouvernements canadiens à aller se battre et de ne pas peut-être inclure les joueurs technologiques dans ces discussions-là. Rappelle-toi la loi C-18. On va essayer de remettre un petit peu de contexte aux gens qui nous écoutent avec la loi C-18, qui, essentiellement, ce qu'elle faisait ici, c'était de faire en sorte qu'on allait, encore une fois, les taxer les gros joueurs, Meta, Google de ce monde. Avec cet argent-là, on allait être capable de payer les médias indépendants d'une certaine manière parce qu'on a été capable de le voir dans les dernières années. Ils ont perdu beaucoup de revenus à cause de ces gros joueurs, à cause de les revenus publicitaires que ces gros joueurs ont fait. La réponse de Google, finalement, après maintes et maintes négociations, ils ont trouvé une entente pour payer à la hauteur de 100 millions de dollars par année, un autre tarif. Les médias indépendants canadiens, Meta, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? On va simplement enlever les nouvelles sur nos plateformes Facebook, Instagram de ce monde. Comme ça, automatiquement, sachant qu'on n'est plus un diffuseur de nouvelles à proprement dit, on n'aura pas à payer cette taxe. Et qu'est-ce qui s'est déroulé? Puis je vous inviterai peut-être à écouter le podcast qu'on avait fait l'année dernière. Automatiquement, les joueurs indépendants qui sont dans le domaine des nouvelles, je pense à des gens que je connais très bien chez MTL Blog, chez Narcity, ces joueurs-là qui ne sont pas les gros acteurs de nouvelles, mais qui sont des joueurs indépendants, qui ont connu énormément de problèmes parce qu'ils ont eu une très, très grosse baisse de trafic à cause de ça. Si du jour au lendemain, tu n'es plus capable d'avoir tes nouvelles sur les médias sociaux, tu vas perdre l'attention d'un paquet de gens. Et je pense que c'est important de le mentionner que d'autres pays viennent nous taxer certains biens qu'on a, mais nous, si on fait l'analyse, il y avait un 3 % qu'on voulait mettre sur la DST, 3 % qu'on voulait mettre également sur la loi C-18. C'était ça initialement qu'on avait dit aux gros joueurs. Soit vous trouvez une manière de négocier avec les médias indépendants, ou soit on vous met un 3 %. Tu additionnes ça, tu rentres à 6 % sur les revenus de ces organisations-là. Au final, je faisais les calculs juste avant le podcast, Jonathan, pour bien le mettre en contexte pour notre audience. Si la DST était restée et tu additionnes ça avec la loi C-18, donc Google, comme je l'ai mentionné, a finalement accepté de payer 100 millions de dollars par année avec la loi C-18. Si tu gardes la DST pour Google, ça se chiffre environ à 720 millions de dollars par année de taxes de plus qu'ils auraient à payer. Uniquement au Canada, là, on parle de 820 millions de dollars que Google devrait payer chaque année au Canada de taxes ou, pardonne-moi le terme que je vais utiliser, de tarifs. Et je pense que c'est important de remettre ça en perspective parce que tout pays met des tarifs à un certain moment donné à certaines industries, certains pays. Je pense qu'on n'en a pas parlé haut et fort. Et je pense que comme on a tous dit depuis le début de l'année, les tarifs, selon moi, ne sont pas nécessairement une bonne manière de fonctionner. Mais je pense que ça n'a pas démontré que ça a été une bonne manière non plus du Canada de fonctionner. Je pense qu'il y a d'autres manières de fonctionner ici. Donc, important de l'amener à notre audience parce qu'il y a peu de gens qui parlent de ça. On met beaucoup de tarifs sur des gros joueurs tech qui, OK, font plus d'argent. Mais bon, c'est la loi du capitalisme aussi. C'est de même que ça fonctionne. Si tu as réussi en affaires, on va te féliciter. Je veux dire, moi, je crois au capitalisme et je pense que si tu es capable d'atteindre ça et que tu le fais de manière intègre, argumentablement, c'est bon joueur. Puis on a besoin également de ces gros joueurs-là. Et les Google et les Meta de ce monde, s'ils quittent le pays et qu'on ne peut plus les utiliser, je veux dire de quoi il va y avoir encore beaucoup plus de problèmes économiques qu'il peut y en avoir en ce moment. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Hello Darwin, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est une organisation qui vous aide à aller trouver les subventions dont vous avez le droit et Hello Darwin est également un partenaire du podcast Hypercroissance. Parlant de subventions, il y en a une que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler du programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation qui d'ailleurs est une initiative d'Investissement Québec. Et là, récemment, il y avait une partie de l'équipe d'Hello Darwin qui était présente lors d'une allocation exclusive de la ministre de l'Économie du Québec, Christine Fréchette, et elle a annoncé que le programme, très, très prisé, allait réouvrir au courant de l'été. Et c'est un programme qui vous aide à commercialiser vos produits et services au Québec, mais également par la suite à exporter vos produits à l'international. D'ailleurs, avec ce programme-là, dans le passé, on pouvait avoir des subventions qui allaient jusqu'à 200
50 000 $. Mais attention, sachant que c'est un programme qui est très, très, très en demande et qui a des places limitées, je vous invite à rapidement aller remplir un formulaire sur le site web de l'équipe de Hello Darwin pour être dans les premiers à y avoir accès avant que le programme soit plein. Donc, si ça vous intéresse, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien dans les notes de l'épisode. Ça va vous donner la chance d'être dans les premiers à avoir accès à cette subvention et également d'avoir un 10 % de rabais quand vous allez travailler avec l'équipe de Hello Darwin. Ils vont tout faire pour vous. Ils vont faire le travail pour trouver la subvention, faire le travail pour trouver l'argent pour vous et faire en sorte par la suite que vous pouvez vous concentrer à une chose, faire croître votre entreprise. De retour à l'épisode en cours. Et Antoine, si tu me permets, je rebrasserai les cartes un petit peu pour aller un petit peu plus à l'échelle mondiale par rapport à tout ça. Et juste pour mettre en les définitions des différentes taxes, quand vous entendez, dans le fond, la DST, c'est la Digital Service Tax, qui est la même chose que la TSN, qui est la taxe pour les services numériques. Donc, c'est la fameuse nouvelle taxe qu'on vous parle depuis le début du podcast. J'ai essayé de regarder d'où vient cette fameuse DST-là ou TSN, de où est-ce que ça part, pourquoi ça a été fait. Et est-ce qu'on est le seul pays à le faire? Et là, Antoine, j'ai un petit peu de données, peut-être que tu en as de ton côté aussi, mais ça part de l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, qui est un organisme mondial. Ils ont décidé de créer le BEPS 2.0, qui est le Base Erosion and Profit Shifting. Donc, c'est un accord entre plusieurs pays à l'échelle mondiale pour tenter de limiter l'érosion fiscale ou que les gens s'évadent fiscalement, dans le fond, au niveau des entreprises, de simplement transférer leurs profits dans des juridictions qui ont moins de taux de taxation. Donc, pas mal toutes les grandes de ce monde font ça, ce qui empêche les gouvernements à l'échelle mondiale d'aller chercher leur dû qu'ils devraient normalement y avoir. Donc, c'est simplement de la refacturation que les gens se font ou les grandes entreprises se font entre leurs différentes instances d'un pays à l'autre pour complètement envoyer le profit en tout ou en partie dans une juridiction que le taux d'imposition est plus bas. Donc, le BEPS 2.0, c'est quoi au final? C'est pour réussir à ramener une taxe minimale de 15 % à l'échelle mondiale. Les pays qui ont dit oui d'y aller de l'avant tentent au final d'avoir une taxation qui revient environ à 15 %. Donc, si le système d'imposition dans le pays dans lequel vous êtes n'est pas à la hauteur de 15 % au final pour ces entreprises-là, généralement, le mécanisme que les gens vont faire ou les gouvernements vont faire, c'est rajouter une taxe sur leur revenu parce que l'évitement fiscal est fait en transférant le profit d'un pays à l'autre. Donc, le seul moyen de ramener cet argent-là dans le pays dans lequel il devrait y avoir cette imposition-là, c'est d'y aller sur le revenu parce que le profit est artificiellement manipulé au final. Et là, dans ce que je voyais dans les recherches de mon côté, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà mis un équivalent d'une TSN ou une DST en place. J'en nomme quelques-uns à l'instant, puis Antoine, tu as peut-être des données, mais l'Autriche, la Belgique, la France, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, le Portugal, l'Espagne, la Turquie, le Royaume-Uni, la Tunisie et plusieurs autres pays en Afrique également aussi qui ont mis une taxe sur le revenu pour venir harmoniser le taux de taxation final aux alentours de 15 %. Donc, ce qui nous laisserait présager présentement qu'au Canada, on a cette problématique-là que les grands de ce monde ne sont pas taxés à la hauteur minimale de 15 %, ce qui amenait le gouvernement du Canada à dire on va rajouter cette fameuse taxe-là de 3 % qui semble être dans la moyenne de ce que les autres pays ont fait au final, simplement pour harmoniser la taxation à l'échelle mondiale pour limiter cette fameuse évitement-là. Et là, ça tombe dans un contexte de guerre tarifaire avec les États-Unis. Les grands de ce monde sont aux États-Unis, donc les Meta, Alphabet, Apple, Uber, Airbnb qui sont visés par ça. Donc, tout vient se mêler après ça avec des cartes politiques à travers tout ça. Mais de ce que je vois, Antoine, on n'est pas les seuls à bouger là-dessus. Mais oui, effectivement, on est en train de taxer les États-Unis d'une manière plus numérique qui, je pense, éventuellement doit être appliquée au final. Mais comme je l'ai dit en début de podcast, je pense que mon objectif n'était pas de dire si oui ou non politiquement c'est une bonne ou une moins bonne chose. Comme on l'a souvent mentionné sur le podcast, personnellement, c'est pas un endroit que j'ai nécessairement envie d'aller sur des visions politiques, mais je pense que c'est important de remettre les choses en perspective. À ton point, effectivement, l'Union européenne a mis ces dynamiques-là en place et Mark Zuckerberg, Sundar
Et beaucoup de ces grands CEO-là sont allés sur des tribunes et sur des plateformes pour mentionner à quel point que ces mécanismes-là, et ce n'est pas le seul, qu'on met en place, agissent littéralement comme des tarifs. Et là, on ne parle même pas des amendes qui viennent coller aux grands joueurs technologiques de ce monde avec des nouvelles lois qu'eux vont créer à tour de bras. Et je pense que très souvent, et peut-être que c'est OK, mais sachant qu'ils sont très gros et qu'ils font beaucoup de profits, on se dit c'est OK de les taxer, c'est OK de prendre beaucoup d'argent de ces joueurs-là. Mais au final, je veux dire, si tu es tout le temps en train de te battre de manière, j'aurais tendance à dire très agressive avec ces gros joueurs technologiques, mon point est le suivant. Ils ont les leviers pour te faire mal. Et je pense qu'il y a rarement eu un cas spécifique au Canada et je pense que l'Union européenne va également le vivre parce que, je le rappelle à notre audience, ça va sortir, à mon avis, à peu près au même moment. Il y a la fin du 3 mois qui avait été mis en place par Donald Trump sur les tarifs qui arrivent le 6 juillet. Donc, on se rappelle, il avait mis des tarifs excessivement élevés pour l'entièreté des pays. Après une semaine, il s'était ravisé de dire on donne 3 mois de répit. Et là, pendant ces 3 mois-là, tout le monde négocie. Ben, je vais te le dire, Jonathan, c'est sur la table en ce moment avec l'Union européenne, ces différentes taxations-là qu'il y a sur les organisations européennes. Il l'a même dit. Donc, je pense que c'est juste important de se rappeler de ce que je vois. L'histoire nous prouve. Moi, je l'ai vu l'année dernière avec beaucoup d'amis, beaucoup de gens que je côtoie, les médias indépendants l'ont eu de manière excessivement difficile, ce qui s'est déroulé avec la loi C-18. Est-ce qu'elle venait avec une bonne intention? J'imagine. Est-ce que l'exécution a été bonne? J'en doute et j'en doute fortement avec ce qui s'est déroulé. Est-ce que maintenant, cette DST-là venait avec une bonne intention? J'imagine, tu l'as expliqué. Est-ce qu'elle vient avec une bonne exécution? J'ai envie de te dire c'est un 0 en 2 parce que finalement, elle n'est même plus d'actualité. Et si on l'avait gardée, il y a des excellentes chances que le 6 juillet, Donald Trump aurait peut-être mis un tarif à 50 ou 60 % au lieu de 25 % sur d'autres biens de ce qu'on a. Donc, je pense, et je le redis, ça fait des années que je le dis, te battre de cette manière avec les gros joueurs technologiques, c'est dangereux. Et je pense qu'il faut le travailler un petit peu différemment parce qu'ils sont argumentablement, des fois, aussi forts que des pays. Et là, peut-être que le point qu'on va dire, ouais, mais Antoine, comment qu'on négocie avec ces joueurs-là? Ils sont agressifs, ils payent des millions en lobby. Mais je pense que c'est là que ça devient très intéressant au niveau diplomatique de dire, s'il y a des négociations en ce moment qui se mettent en place avec les pays, et de ce que je comprends, il y en a, mettons ça sur la table. Au lieu de simplement dire, voici la loi, vous allez la payer, ça ne marche pas. C'est 0 en 2 en ce moment. Je pense que ça vaut davantage la peine de venir intégrer ça dans un contexte un petit peu plus diplomatique. Donc, c'est un point que je voulais mentionner, Jonathan, aujourd'hui, parce que c'est rare qu'on parle de ces tarifs-là, qu'on impose à d'autres joueurs technologiques parce qu'ils sont gros, parce qu'ils font de l'argent et parce qu'on dit qu'ils sont capables de tout prendre. Peut-être que oui, mais ça peut revenir un petit peu contre nous à un certain point. Prochaine date, 21 juillet, qui est la date visée pour tenter à avoir un fameux accord entre les États-Unis et le Canada. On se le souhaite, en tout cas, du moins d'une manière plus ferme et respectée pour la suite des choses et que ça ne sera pas trop débalancé entre les États-Unis et le Canada. À suivre, on va suivre ça de proche dans les prochaines semaines, assurément. Absolument. Et peut-être juste pour terminer, il y a un point quand même positif qui ressort des législations canadiennes qui sont sorties récemment. Je ne sais pas si tu as vu ça, Jonathan, c'est la loi C5. En anglais, elle s'appelle le One Canadian Economy Act, qui essentiellement vise à éliminer les barrières qui entravent la libre circulation des biens, des services et de la main-d'œuvre entre provinces et à accélérer l'approbation des projets d'infrastructure d'intérêt national. Je te pose une question. Avec les différentes provinces qui, plus souvent qu'autrement, travaillent de manière indépendante, à combien chiffres-tu les tarifs qui s'installent entre les provinces sans nécessairement qu'on se rende compte qu'il y a des tarifs? À combien chiffres-tu le tout? J'avais entendu des chiffres aberrants, puis je ne pense pas qu'ils sont vrais, mais qui étaient entre 10 à 20 %. Je pense que tu as des données un peu plus justes sous la main, Antoine. C'est élevé, mais pas autant élevé que ça. Donc, les chiffres qui sont sortis, c'est que les inefficacités économiques qui se mettent en place entre les différentes provinces. Donc, encore une fois, on pourrait les appeler les tarifs un peu entre provinces des fois. Les taxes internes, donnez-leur le nom que vous voulez, se chiffrent à 6,9
en moyenne. Donc, je pense qu'au lieu de juste se dire on va se battre contre le joueur adverse, ça serait peut-être bon d'arrêter de marquer dans notre propre but. Qu'est-ce que tu en penses, Jonathan? Je pense que ça peut être une bonne chose de travailler comme ça. On va essayer d'arrêter de marquer dans notre but, puis après, on ira marquer dans le but adverse. Donc, moi, je pense que c'est important de le mentionner. Je pense que c'est très intéressant. Il y a des données qui sont sorties qui mentionnent qu'en enlevant ces différentes taxes internes au Canada, on pourrait augmenter le PIB par habitant de 4 au Canada, ultimement, ce qui est quand même très, très intéressant de garder en tête. Et ça, c'est des choses que je ne savais pas, mais il y a eu énormément de barrières tarifaires entre les provinces qui ont été mises en place depuis 1867. Donc, ça fait un bon bout de temps que ça a été mis comme ça en place. Et je pense que ça vaut la peine de mentionner certains points qui pourraient être améliorés avec tout ça. Donc, je te donne un exemple, Jonathan. Les professionnels réglementés. Donc, pas les marketeurs comme moi, mais on va dire les médecins, les ingénieurs, les enseignants. Ils pourraient peut-être, avec cette loi-là, bien entendu, la loi C5, exercer leur métier partout au Canada sans devoir repasser des examens ni obtenir des nouveaux permis. Les nouveaux permis, ça coûte de l'argent. Des examens, ça coûte de l'argent. C'est du temps également que tu perds. Donc, si on est capable, encore une fois, d'enlever ces inefficacités-là et de rendre le tout plus optimal, je pense que c'est une bonne chose. Donc, ça, c'est un des exemples. Il y en a d'autres des exemples spécifiquement sur des projets également d'infrastructure. On parle des grands projets ici. Donc, on pourrait essentiellement désigner un projet comme d'intérêt national qui va déclencher une procédure simplifiée pour obtenir un permis plus facilement entre provinces. À suivre, ce n'est pas lancé officiellement encore, mais si ça se met de l'avant, 6,9 % de moins de taxes internes ou de tarifs, je pense que ça peut faire du bien avec tout le monde. Augmenter également notre PIB. On a besoin de croissance, on a besoin d'efficacité au Canada. Donc, j'ai été un petit peu critique de ce que je considère qui n'ont pas nécessairement été des bonnes législations. Le C-18 en est un, selon moi, et la DST qui finalement ne sera plus un projet. Mais ça, je pense que ça peut être intéressant. Et le gouvernement a bougé vite. Si j'ai la bonne information, ils ont déposé à la Chambre des communes le 10 juin le cadre législatif. Ils ont adopté la loi en Chambre le 20, puis il y a eu la sanction royale le 26 juin. Donc, 16 jours entre le dépôt initial et la sanction royale. C'est quand même assez impressionnant comme mouvement rapide, là. Mais c'était une promesse de sa campagne électorale. Et je pense que c'est un consensus canadien. Je pense que ça serait assez stupide dans un contexte actuel d'avoir des partis politiques qui s'y opposent. Et oui, effectivement, ça s'était, je crois, conclu ou amorcé avec une rencontre avec les différents ministres des provinces canadiennes. Et les gens avaient l'air assez ouverts à ça. Je pense qu'on a toujours besoin d'un drame pour réagir. Et là, c'était le bon moment. Donc, donnons crédit où crédit est dû. Je crois que ça va faire du bien au Canada. Et si on peut enlever toutes les inefficacités qui nous empêchent d'avoir le maximum de croissance à l'intérieur même de notre pays, c'est un bon pas par en avant. Puis par la suite, on ira négocier à la table avec les autres pays pour trouver les meilleures approches. Donc, tout ça pour dire que c'est bien important d'analyser selon moi en détail ces différents tarifs cachés, ces taxes cachées qui peuvent s'imposer d'un endroit à l'autre. Que tu sois une grande entreprise ou une plus petite entreprise, ça reste un tarif. Et si on n'est pas conscient de ça, des fois, on peut juste penser qu'on se fait agresser et on se fait agresser par les autres pays, mais au final, nous aussi, on vient coller des tarifs de manière un petit peu subtile à d'autres pays et à d'autres entreprises. 118 jours, le nombre de jours moyen entre un projet qui est déposé jusqu'à temps qu'il soit sanctionné royalement normalement. Donc, ça a passé de 118 jours à 16 jours. Bravo au gouvernement pour cette rapidité, en espérant que ça se reflète un peu partout ailleurs dans le gouvernement. Je pense que ça ferait du bien. C'est un gouvernement qui semble dynamique économiquement, ce qui m'a l'air d'être une excellente chose et ce qu'on avait besoin. J'ai hâte de voir les politiques qui vont être mises en place pour l'intelligence artificielle. J'ai entendu la personne qui était en charge de tout ça qui mentionnait quelques jours après l'élection qu'elle allait être davantage orientée sur une vision d'efficacité que de réglementation. J'ai aimé entendre le tout parce que très souvent, on arrive et on se dit on va réglementer, on va empêcher tout projet. Lui, c'était l'inverse. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer. J'imagine qu'on va avoir des nouvelles qui vont sortir et qui vont commencer dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais là, on a besoin de ça. Tout le monde en parle. Il faut qu'il y ait de l'action. Le projet C5 en est un bon. J'ai hâte de voir les prochains qui vont suivre. Je me pose quand même la question, Antoine, comment réussir à aller chercher un maximum d'efficacité dans un court laps de temps, dans un cadre syndiqué?
particulièrement dans un gouvernement, ça serait intéressant à voir si un gouvernement à travers le monde va être capable de le faire rapidement pour aller chercher cette efficacité-là, parce que on ne se le cachera pas, ça l'impose quand même certaines barrières ou certaines possibilités de flexibilité de bouger rapidement. Ça va être intéressant, je pense, à suivre. Là. Ben, je pense qu'il faudrait peut-être avoir quelqu'un qui a cette compétence qui pourrait venir nous expliquer le tout sur le podcast. Pourquoi pas? Fantastique. Ça serait fantastique. Comme ça, on pourrait peut-être devenir un petit peu plus intelligent dans ce qu'on fait et vous donner encore du meilleur contenu. Mais oui, je crois que ça serait intéressant d'en savoir un petit peu plus sur ces projets-là parce qu'on parle d'IA, surtout dans un contexte d'entreprise privée. Mais soyons honnêtes, les instances publiques vont venir tranquillement. Je suis peut-être un petit peu ambitieux, là. On va peut-être leur donner quelques années. Ils risquent de venir s'intégrer à travers tout ça à un certain moment donné. De quelle manière? À suivre. On va dire ça comme ça. Avec une nouvelle loi C18 ou une nouvelle loi C19, on va voir. Au complet, Antoine. Des choses à rajouter, Jonathan? Oui. Moi, c'est complet pour moi. Fantastique. Fantastique. Jonathan, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.